Tout a changé lorsque le monde soigneusement construit de César Millan a commencé à s'effondrer sous ses pieds. Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, il était simplement le dog whisperer calme et confiant, l'homme capable d'intervenir dans les situations les plus chaotiques et de rétablir la paix avec une patience remarquable et une autorité tranquille. Ce que presque personne n'a réalisé cependant, c'est que derrière les caméras se déroulait une crise personnelle intense, si dévastatrice, qu'elle a presque détruit l'homme même qui avait passé des années à enseigner aux autres l'équilibre, la résilience et la confiance. C'est devenu un chapitre de sa vie qui a été caché à la vue du public longtemps après que les pires moments soient passés. Le contraste entre son image publique et ses souffrances privées n'aurait guère pu être plus grand. À la télévision, César apparaissait calme, optimiste et totalement en contrôle, donnant l'impression que rien ne pouvait ébranler sa confiance. Cependant, loin des projecteurs, il menait des combats bien plus effrayants que n'importe quel chien agressif qu'il ait jamais rencontré. L'homme qui avait inspiré des millions de personnes à surmonter leur peur, luttait tranquillement pour survivre à ses propres ténèbres accablantes. Puis vint le moment qui faillit tout mettre fin. En 2010, César Millan a tenté de se suicider en prenant une overdose de pilules. Contre toute attente, il a survécu se réveillant plus tard pour découvrir que sa tentative avait échoué au cours de ce qu'il décrirait finalement comme le point émotionnel et psychologique le plus bas qu'il ait jamais connu. Ce fut un moment rempli non pas de soulagement, mais de confusion, de désespoir et de la réalisation écrasante qu'il était toujours en vie, tout en portant une douleur insupportable. Ce qui a rendu la tragédie encore plus déchirante, c'est que presque personne en dehors de son entourage le plus proche ne savait que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait eu aucune interview alarmante, aucun signe d'avertissement visible lors des apparitions télévisées et aucune indication publique que l'homme admiré par des millions de personnes avait atteint un désespoir aussi inimaginable. Les fans ont continué à regarder leur personnalité préférée de la télévision, ignorant complètement que derrière son sourire familier se cachait quelqu'un qui était sur le point de disparaître à jamais. Sa souffrance est restée invisible jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage d'en parler des années plus tard. Il s'agissait du même homme qui avait passé des années à apparaître à la télévision nationale comme l'incarnation du calme sous la pression. Semaine après semaine, les téléspectateurs l'ont vu entrer dans des maisons remplies de familles effrayées et de chiens dangereusement agressifs, mettant de l'ordre dans le chaos avec une confiance remarquable. Les réseaux lui ont fait confiance pour résoudre des situations qui semblaient impossibles, et le public a cru voir quelqu'un qui possédait une force émotionnelle presque inébranlable. Chaque épisode renforçait l'image d'un homme qui semblait capable de tout gérer. Pourtant, une fois que les caméras ont cessé de tourner sa propre vie, s'est transformé d'une manière qu'aucun public n'aurait pu imaginer. Aucun producteur n'a appelé « cut » lorsque ses difficultés personnelles l'ont submergé. Il n'existait aucun scénario soigneusement écrit pour le guider à travers la dévastation émotionnelle qui l'attendait à la maison. Alors que des millions de personnes continuaient à ne voir que confiance, la réalité derrière les portes closes était celle du chagrin, de l'incertitude et d'une solitude accablante. Pour comprendre comment un effondrement aussi dramatique est devenu possible, il est utile de rappeler à quel point l'ascension vers le succès de César Millan a été extraordinaire. Son histoire n'a jamais été celle d'une renommée instantanée ou d'une réussite sans effort. Au lieu de cela, il a été construit grâce à des années de sacrifices, de persévérance et de détermination, après être arrivé aux États-Unis en provenance du Mexique rural, sans documents juridiques ni sécurité financière. Chaque opportunité qu'il a gagnée est le fruit d'un travail acharné plutôt que d'un privilège. Au cours de ses premières années, César acceptait tous les emplois qu'il pouvait trouver simplement pour survivre. Aucun d'entre eux n'a laissé entendre qu'il deviendrait un jour l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Lentement, mais sûrement cependant, sa remarquable compréhension des chiens a commencé à attirer l'attention et sa réputation s'est répandue d'un client à l'autre. Ce qui a commencé comme un travail modeste s'est finalement transformé en une carrière, contrairement à tout ce que l'on aurait pu prédire. Au milieu des années 2000, César Millan était devenu bien plus qu'un dresseur de chiens à succès. Il était devenu un phénomène télévisuel international dont l'influence s'étendait bien au-delà des États-Unis.
Son approche unique pour comprendre le comportement canin a touché un public dans plus de 80 pays, présentant à des millions de téléspectateurs des idées sur le leadership, l'énergie, la discipline et la compassion. Son nom est devenu pratiquement synonyme de dressage de chiens modernes. Le succès continue de s'étendre dans toutes les directions. Des livres à succès, des tournées de conférences internationales, des émissions spéciales télévisées et d'innombrables opportunités commerciales ont suivi sa popularité croissante. Sa marque a finalement touché un public plus jeune grâce à la série animée pour enfants Mutt et Stuff, permettant à une toute nouvelle génération de découvrir son travail. À ce stade, César Millan était devenu non seulement une personnalité de la télévision, mais aussi une marque mondiale fondée sur la confiance, la connaissance et l'authenticité personnelle. De l'extérieur, sa vie paraissait presque parfaite. Il jouissait d'une reconnaissance internationale, d'une réussite financière, d'une admiration généralisée et d'une carrière qui semblait plus forte que jamais. Très peu de gens auraient pu imaginer qu'une personne au sommet d'un succès aussi extraordinaire se retrouverait bientôt submergée par le désespoir. Ce contraste rend les événements de 2010 encore plus difficiles à comprendre. Naturellement, une question continue de résonner dans son histoire. Comment quelqu'un avec un succès aussi remarquable, un respect mondial et des opportunités apparemment infinies, a-t-il pu atteindre le point où la vie ne valait plus la peine d'être vécue? La réponse ne réside pas dans une seule tragédie, mais dans une chaîne dévastatrice de pertes qui se sont succédées jusqu'à devenir presque impossibles à supporter. En l'espace d'une seule année, presque toutes les fondations qui soutenaient sa vie ont commencé à s'effondrer simultanément. Le premier coup dévastateur est venu lors de son mariage. En 2010, l'épouse de César, Illusion Millan, a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables. La fin de leur mariage représentait bien plus que la rupture d'une relation personnelle. Cela marque l'effondrement d'un partenariat qui a façonné sa vie privée et son extraordinaire réussite professionnelle pendant de nombreuses années. Illusion n'a jamais été simplement la femme aux côtés d'une célébrité de la télévision. Elle a été directrice générale de César Millan Incorporated, tout en aidant à produire plusieurs saisons de Dog Whisperer. Ensemble, ils ont construit non seulement un mariage, mais aussi un empire commercial en expansion, centré sur la réputation grandissante de César. Leur vie était devenue profondément liée, tant sur le plan personnel que professionnel. Pendant des années, le couple a travaillé côte à côte dans les salles de réunion, les réunions de production et les séances de planification stratégique qui ont contribué à transformer le talent unique de César en une marque reconnue internationalement. Elle comprenait le business derrière les caméras, aussi bien que lui comprenait les chiens apparaissant devant elle. Perdre ce partenariat signifiait perdre quelqu'un qui avait contribué à bâtir presque tous les aspects de sa remarquable carrière. Les conséquences émotionnelles et pratiques se sont avérées écrasantes. Aussi douloureux que soit le divorce, une autre perte déchirante est arrivée presque simultanément. À peu près à la même époque, Papa le pitbull bien-aimé de César est décédé. Aux yeux des téléspectateurs, Papa était devenu l'un des chiens les plus reconnaissables au monde, apparaissant aux côtés de César, épisode après épisode, comme un exemple calme et équilibré de tout ce que sa philosophie de dressage représentait. Pour César lui-même cependant, Papa était bien plus qu'un célèbre compagnon de télévision. L'importance du chien s'est profondément étendue dans sa vie personnelle. Papa était resté aux côtés de César tout au long des années où sa carrière était encore en pleine croissance, partageant d'innombrables expériences devant et hors caméra. Leur relation reflétait des années de confiance, de camaraderie et de compréhension mutuelle construites dans la vie quotidienne plutôt que dans les performances télévisées. Perdre Papa, c'était moins dire au revoir à un animal de compagnie que perdre un membre irremplaçable de sa propre famille. Pour quelqu'un dont l'identité tout entière était devenue indissociable de sa relation avec les chiens, la perte avait un poids émotionnel extraordinaire. Papa n'était pas seulement apparu à la télévision à ses côtés. Le chien était devenu partie intégrante de l'histoire même du succès de César. Chaque réalisation, chaque avancée et chaque étape semblait liée au fidèle compagnon qui l'avait accompagné tout au long de cette épreuve. Son absence a créé un vide presque impossible à combler. En repensant à cette période, César décrira plus tard s'être senti complètement vaincu. Il portait en lui une immense culpabilité, une tristesse intense,
et un profond sentiment d'échec personnel qui semblait consumer chaque aspect de sa vie. Selon ses propres réflexions, il avait atteint ce qu'il considérait comme le point émotionnel et psychologique le plus bas qu'il ait jamais connu. Chaque direction dans laquelle il se tournait semblait révéler un autre rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Puis vint un autre coup dévastateur impliquant cette fois ses finances. César a ouvertement reconnu qu'au cours de cette même période, il avait perdu environ 10 millions de dollars à cause d'une série de mauvaises décisions commerciales. Bien qu'il n'ait jamais expliqué tous les détails entourant ses pertes financières, il a parlé honnêtement des conséquences dévastatrices. En résumant plus tard son expérience, il s'est finalement retrouvé sans argent du tout. Ses propres mots traduisaient la gravité de la situation avec une simplicité douloureuse. En fin de compte, je me suis retrouvé sans argent, j'étais fauché. Venant de quelqu'un dont le nom était devenu synonyme de succès extraordinaire, ces mots ont choqué beaucoup de ceux qui les ont entendus par la suite. Derrière la célébrité télévisée se tenait un homme dont les fondations financières s'étaient discrètement effondrées. Considérez tout ce qui s'est passé au cours de ces mêmes 12 mois brutaux. Son mariage a pris fin, son plus proche compagnon canin est décédé. 10 millions de dollars auraient disparu à cause de mauvaises décisions commerciales. N'importe laquelle de ces pertes aurait pu mettre à mal la stabilité émotionnelle d'une personne. Vivre ces trois situations presque simultanément a créé un niveau de pression auquel peu de gens pouvaient raisonnablement imaginer survivre. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que pendant une grande partie de cette période, on s'attendait à ce que César continue d'apparaître à la télévision nationale exactement comme le public l'attendait. Semaine après semaine, il a dû faire preuve d'un leadership calme, d'un équilibre émotionnel et d'une confiance inébranlable, alors que son monde personnel s'effondrait dans les coulisses. Chaque épisode l'obligeait à projeter sa force, alors même qu'il luttait en privé pour se maintenir. Bien que César n'ait jamais révélé tous les détails des erreurs financières qui ont contribué à ses pertes, il s'est toujours concentré sur le résultat final, plutôt que de rejeter la faute sur le public. Quelles que soient les décisions commerciales spécifiques impliquées le moment choisi, a considérablement intensifié les dommages émotionnels déjà causés par ces tragédies personnelles. L'effondrement financier est devenu un fardeau supplémentaire s'ajoutant à un poids émotionnel déjà insupportable. Chaque nouvel échec semblait renforcer le désespoir qu'il ressentait déjà. Mais la découverte la plus douloureuse de cette période difficile n'a peut-être rien à voir avec l'argent lui-même. Au lieu de cela, cela impliquait quelque chose de bien plus personnel, sa propre identité. Quelque part, au milieu de la tourmente juridique et financière, César aurait appris qu'il ne détenait pas réellement les droits sur le surnom qu'il avait rendu célèbre dans le monde entier. Les mots « Dog Whisperer », reconnus par des millions de téléspectateurs dans des dizaines de pays, appartenaient légalement à quelqu'un d'autre. La révélation a été un énorme choc. Le nom était apparu sur des livres à succès, des séries télévisées, des DVD, des marchandises, du matériel promotionnel et d'innombrables produits associés à son image publique. C'était devenu indissociable de la réputation qu'il avait passé des années à bâtir grâce à un travail acharné et des sacrifices personnels. Pourtant, malgré tout ce que le public pensait naturellement, la propriété de cette marque extrêmement précieuse reposait apparemment ailleurs. Dans des interviews ultérieures, César a expliqué qu'il avait initialement prévu de partager la propriété à parts égales de la marque Dog Whisperer dans le cadre de ce qu'il pensait être un accord à parts égales. Selon son récit, cet accord n'a jamais été honoré par les personnes impliquées dans la production de la série. Parlant franchement de cette expérience, il a accusé les responsables d'agir de manière malhonnête. La déception s'est étendue bien au-delà de la perte financière. Elle s'est transformée en une trahison profondément personnelle. Pour quelqu'un dont toute la philosophie professionnelle était centrée sur la confiance, cette découverte avait une signification émotionnelle extraordinaire. Tout au long de sa carrière, César a enseigné à plusieurs reprises que les relations fructueuses dépendaient de l'honnêteté, de la cohérence et du respect mutuel, que ce soit entre les humains et les chiens ou entre les gens eux-mêmes. Apprendre que ces mêmes valeurs ne lui avaient pas été transmises par des partenaires commerciaux de confiance a dû être profondément douloureux. Cette trahison a remis en question les principes qui avaient façonné sa carrière et ses convictions personnelles. Malheureusement, le conflit sur la propriété n'a pas disparu tranquillement à huis clos.
Au lieu de cela s'est transformé en l'une des batailles juridiques les plus longues et les plus compliquées associées à la télé-réalité. Ce qui aurait pu autrefois apparaître aux téléspectateurs comme un partenariat de divertissement réussi s'est progressivement transformé en années de procès d'enquête financière, de désaccords contractuels et de réclamations juridiques concurrentes impliquant plusieurs parties. La salle d'audience a remplacé le studio de télévision comme théâtre d'un autre type de conflit. À mesure que la bataille juridique s'étendait, les dirigeants du réseau, les auditeurs indépendants, les experts financiers et les équipes d'avocats se sont impliqués de tous côtés. La société de production de César Emery / Sumner Productions a finalement intenté des poursuites contre les coproducteurs de la série MPH Entertainment, alléguant une mauvaise conduite financière liée à la production. Ce qui était autrefois un succès télévisuel mondial se trouvait désormais au centre d'un conflit commercial de plus en plus complexe, impliquant des millions de dollars et des années de désaccords contractuels. Le conflit a continué à prendre de l'ampleur. La chaîne National Geographic elle-même a par la suite cherché à s'impliquer dans la procédure judiciaire, affirmant apparemment qu'elle avait été sous-payée par les millions liés à la série. Une émission de télévision diffusée dans plus de 80 pays s'était tranquillement transformée en un champ de bataille financier compliqué où d'anciens partenaires s'affrontaient désormais devant les tribunaux. Le succès extraordinaire qui unissait autrefois toutes les personnes impliquées était devenu la source d'une âpre confrontation juridique. D'autres litiges juridiques n'ont fait qu'approfondir la controverse. Par ailleurs, MPH et Emery / Sumner Productions ont également porté plainte contre National Geographic Channel, alléguant que des épisodes avaient été distribués sur Hulu à partir de 2009 sans autorisation appropriée. Ils ont en outre affirmé que près d'un demi-million de dollars de paiements retenus avaient été utilisés comme levier lors des négociations sur les droits de distribution. Ce que le public avait simplement surnommé « Dog Whisperer » s'était retrouvé en coulisses, empêtré dans des années de conflits commerciaux complexes qui s'étendaient bien au-delà de la télévision et touchaient presque tous les recoins de la vie professionnelle de César Millan. La société de production a qualifié cela de tentative d'extorsion. National Geographic a contesté la qualification, mais le différend a entraîné les finances de la série devant un tribunal fédéral, en plus de tout ce qui se jouait déjà au niveau de l'État. Après des années de bataille juridique, César a finalement obtenu un accord de participation au bénéfice de 50% dans la marque Dog Whisperer, une victoire partielle après tout ce qu'il avait déjà perdu. Cet arrangement s'accompagnait d'un droit de vérifier les finances de l'émission chaque année, une garantie de base destinée à s'assurer qu'il recevait réellement ce qui lui était dû. En 2018, lorsque ses avocats ont tenté d'exercer ce droit et de procéder à l'audit, les producteurs ont tout simplement refusé de coopérer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'entreprise, MPH Entertainment accusait un auditeur indépendant d'avoir trouvé exactement le contraire, selon lequel César lui-même leur devait plus de 4 millions de dollars en raison de ce qu'ils appelaient des pratiques comptables inappropriées de sa part. Les deux parties revendiquant toutes deux des millions se sont engagées dans un combat qui a duré des années dans plusieurs salles d'audience sans méchant propre et sans fin nette pour quiconque regarde de l'extérieur. MPH Entertainment, pour sa part, a fermement rejeté l'idée selon laquelle elle avait déjà trompé sa star, exprimant ce qu'elle a appelé sa tristesse et son indignation, qu'un partenaire de 10 ans ait déposé ce qu'elle a décrit comme une réclamation sans fondement, insistant publiquement sur le fait que les faits parleraient d'eux-mêmes, une fois que l'affaire serait effectivement portée devant un juge. Quel que soit le camp qui s'est finalement imposé en termes de comptabilité, la situation dans son ensemble était sans équivoque. Une émission à succès qui était autrefois le type de programme de télé-réalité de bien-être le plus ordinaire, un gars dressant des chiens à problème, avait passé des années à alimenter tranquillement certaines des querelles juridiques internes les plus compliquées et les plus coûteuses du genre. Et derrière toute cette guerre financière, un ensemble de problèmes entièrement distincts se formait discrètement en arrière-plan. Un avec de véritables victimes, de véritables procès et de véritables blessures qui n'avaient rien à voir avec l'argent des conflits de propriété ou des partenariats commerciaux rompus. Le chien qui a mis fin à son émission télévisée. Le premier de ces incidents est même antérieur de plusieurs années à l'effondrement de 2010, montrant le type de controverse qui remonte presque au tout début de sa renommée télévisuelle.
En 2006, un producteur travaillant sur le tournage de Dog Whisperer affirmait que le propre chien de César Gator saignait était couvert d'échymose. Et à bout de souffle, après avoir été étouffé avec un collier et surmené au centre de psychologie canine de César. Le producteur Flody Suarez a déclaré avoir dépensé plus de 25 000 $ en frais médicaux, et le procès a finalement été réglé. 9 ans plus tard, en 2015, une infirmière de Floride nommée Alison Bitney a poursuivi César, après qu'un chien dressé dans son établissement ait été libéré prématurément, et l'ait attaqué lui laissant des blessures suffisamment graves pour nécessiter une chirurgie reconstructive. Elle n'était pas non plus une simple passante. Les infirmières comprennent les traumatismes médicaux aussi bien que quiconque, ce qui fait que leur propre récit de la gravité de ces blessures a un poids supplémentaire dans la conversation publique qui a suivi. Un procès distinct détaille un schéma étonnamment similaire. Un chien qui avait été euthanasié après avoir attaqué quelqu'un au Texas a été recueilli par le Cesars Center for Rehabilitation pour ensuite être relâché une fois que son propriétaire a pris du retard dans ses paiements et il a ensuite attaqué quelqu'un d'autre. Une ordonnance d'un tribunal pour abattre un chien dangereux est un avertissement aussi sérieux que celui que le système juridique peut émettre. Et ignorer cet avertissement par un programme de rééducation uniquement pour que le même chien morde à nouveau a soulevé des questions évidentes sur la mesure dans laquelle cette seconde chance était réellement surveillée. En 2016, César a fait l'objet d'une enquête officielle pour cruauté envers les animaux après qu'un cochon de compagnie ait été mordu à l'oreille par un chien dressé devant la caméra pour son émission César 911. Les enquêteurs n'ont finalement trouvé aucun acte répréhensible et ont classé l'affaire. Même une enquête qui n'aboutit à aucune accusation laisse quand même une marque dans les archives publiques. Un titre de plus lié en permanence à son nom quel que soit le résultat final. Chaque incident individuel aurait pu ressembler à un accident isolé en soi. Empilés année après année, ils ont posé une question beaucoup plus difficile à ignorer pour les téléspectateurs. Le même système de réhabilitation des chiens qui a rendu César célèbre a-t-il mis discrètement les gens en danger dans les coulisses tout le temps? La tendance observée dans ces affaires s'étalant sur près de 2 décennies et sur plusieurs États n'a cessé de se répéter de manière troublante. Un chien dangereux a une seconde chance grâce au programme de réadaptation de César plutôt que d'être abattu. Cette seconde chance finit par s'épuiser que ce soit à cause d'un paiement manqué ou d'un manque de surveillance et le chien se retrouve dans le monde attaquant, parfois quelqu'un de nouveau. Les défenseurs de ces méthodes soulignent que tout programme travaillant avec des animaux véritablement agressifs comporte des risques réels, quelle que soit la prudence de l'opération. Les critiques soutiennent que la répétition elle-même est le problème, le même type d'incident se reproduisant encore et encore pendant près de 2 décennies. Cette question est devenue beaucoup plus forte lorsque le nom d'un chanteur célèbre a fait la une des journaux, transformant une histoire sur la sécurité au travail en un véritable potin de célébrité presque du jour au lendemain. Le pitbull qui a mutilé un espoir olympique. En 2021, César a été poursuivi en justice par une femme nommée Lydia Matisse, dont la mère travaillait pour lui. Lydia a affirmé que lors d'une visite en 2017 dans un immeuble appartenant à César, son pitbull junior parcourait le couloir sans laisse, sans surveillance, s'était jeté sur elle et l'avait mordue à plusieurs reprises aux jambes, des blessures suffisamment graves pour l'envoyer aux urgences. Lydia était une gymnaste de compétition recrutée par un programme universitaire de gymnastique à l'époque, et selon son procès, l'attaque a mis fin à son chemin vers un avenir entièrement dans le sport. Des années d'entraînement de sacrifice et une véritable tentative de carrière d'athlète universitaire qui aurait été anéantie en quelques secondes par un chien qui n'était jamais censé se déplacer librement. Le procès ne s'est pas arrêté non plus à ses propres blessures. Il affirmait que César aurait déjà dû savoir que Junior était dangereux, affirmant que le même chien avait déjà tué un animal de compagnie appartenant à la reine Latifa. Un représentant de César a qualifié cette affirmation de mensonge flagrant. La reine Latifa elle-même n'a jamais confirmé ou nié publiquement quoi que ce soit, et une photo d'elle debout à côté de César est restée sur son propre compte de réseau social bien après que le procès soit devenu public. L'affaire a finalement été réglée en privé sans confirmation publique de la faute de part et d'autre.
ce qui a failli mettre fin à sa réputation à l'étranger, cependant, n'était pas du tout un procès et n'impliquait pas une seule morsure de chien, ni un seul dollar de dommages et intérêts. Il s'agissait d'une seule interview télévisée diffusée dans tout un pays, interdit en Grande-Bretagne. César est apparu dans un talk-show britannique animé par Alan Titchmarsh, qui l'a directement confronté à propos d'images de Dog Whisperer, montrant César frappant des chiens et utilisant des colliers qui délivraient des décharges électriques. Alan a qualifié les châtiments corporels de totalement inacceptables à l'antenne devant l'ensemble du public. L'interview a transformé César en une figure véritablement toxique en Grande-Bretagne presque du jour au lendemain, le genre de réaction habituellement réservée à des scandales bien plus importants qu'un simple débat sur une méthode d'entraînement, le forçant à se défendre publiquement auprès d'un pays qui jusqu'à ce moment-là n'avait surtout vu que sa version télévisée calme et confiante. Je ne suis ni brutal ni cruel envers les animaux, a ensuite déclaré César dans une déclaration au Daily Mail insistant sur le fait que les colliers anti-choc n'étaient utilisés qu'une fois que toutes les autres options avaient déjà échoué. Il a présenté les outils comme un dernier recours absolu, réservé uniquement aux chiens qui autrement seraient abattus. Une phrase qu'il a répétée systématiquement dans presque toutes les interviews où le sujet a été abordé depuis. Les critiques n'étaient pas convaincus. L'expert canin Mark Dare, auteur de plusieurs livres sur le comportement des chiens, dont Dog's Best Friend et How the Dog Became the Dog, a écrit un article dans le New York Times rejetant l'ensemble de la méthodologie télévisée de César comme un ensemble de théories dépassées qui avaient déjà été scientifiquement réfutées des années plus tôt. Pour un homme qui avait déjà survécu à un divorce, à un effondrement financier, à une dispute pour son propre nom et à une série de procès, survivre à un seul mauvais entretien aurait dû être facile en comparaison. Au lieu de cela, cela a posé un problème de réputation qui le suivra pendant des années. Cette lutte de réputation en cours a fini par alimenter quelque chose d'encore plus étrange, une tentative d'Internet lui-même de faire croire aux gens que César Millen n'existait plus du tout. Internet l'a presque achevé. Début 2025, des vidéos ont commencé à se répandre sur YouTube, TikTok et Facebook, affirmant que César Millen avait été condamné à la prison à vie pour des accusations telles que cruauté envers les animaux et fraude. Le média Distractify a enquêté directement sur la plainte et n'a trouvé aucune preuve crédible d'une quelconque arrestation ou accusation criminelle. Il a été confirmé que César publiait activement sur son propre Instagram et faisait des apparitions publiques exactement au même moment où le canular se propageait en ligne. Après l'annulation de Dog Whisperer en 2012, César a refusé de disparaître. Il a fait une tournée mondiale avec un spectacle en direct intitulé César Millen Live, déclarant au Denver Post qu'il s'était tourné vers le public en direct spécifiquement parce qu'il n'était pas prêt à abandonner sa carrière. Tourner signifiait reconstruire tout son modèle commercial à partir de zéro, échanger des chèques de paie et des luttes de producteurs pour la vente de billets et un contact direct avec les mêmes fans qui l'avaient suivi à travers toutes les controverses déjà couvertes ici. Cela signifiait également prouver nuit après nuit devant une foule en direct que les manifestations que les gens avaient regardées à la télévision fonctionnaient en réalité de la même manière, sans montage ni équipe de tournage, pour façonner l'histoire. Il a ensuite joué dans Leader of the Pack de César Millen, et César Millen's Dog Nation a écrit 3 livres à succès du New York Times et est finalement revenu à National Geographic en 2021 avec César Millen, Better Human, Better Dog. Une série qui s'est poursuivie pendant plusieurs saisons depuis, avec une 4e saison créée en avril 2024 et une 5e après le mois d'août, marquant 2 décennies complètes d'apparition de lui à la télévision américaine sous une forme ou une autre. Aujourd'hui, il exploite le Dog Psychology Center, un centre de réadaptation et de formation de 43 acres à Santa Clarita en Californie, qui sert également de base pour filmer de nouveaux contenus. 43 acres représentent une superficie véritablement énorme pour une seule opération de formation suffisamment grande pour abriter le type d'environnement à grande échelle, sur lesquels ces démonstrations télévisées ont toujours reposé, et bien loin de l'installation modeste avec laquelle il a commencé des décennies plus tôt avant que la renommée, les procès ou l'effondrement financier n'entrent en scène. En mars 2025, il a lancé la Pack Leadership Community,
Un abonnement de coaching virtuel, en direct, permettant aux abonnés d'accéder directement à lui chaque semaine pour des questions en temps réel et des démonstrations de comportement. Il s'est également associé à XL Brands sur une nouvelle gamme de produits pour animaux de compagnie appelée Trust, Respect, Love de César Millen, qui fait partie du même portefeuille d'entreprises que des noms de mode établis comme Alston. L'obtention d'un accord de licence aux côtés de marques de mode traditionnelles montre à quel point sa marque personnelle a parcouru un chemin depuis une personnalité de télévision fauchée jusqu'à un nom que les entreprises sont prêtes à payer pour mettre sur leurs produits. Le type exact de confiance commerciale qui s'était complètement évaporé pour lui en 2010. Sa vie personnelle s'est également reconstruite. César est fiancé à sa partenaire de longue date, Jahir Hadar, depuis 2016, plus d'une décennie après le divorce, qui a contribué à déclencher son effondrement initial. Saviez-vous à quel point César Millen a failli tout perdre en 2010? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.